Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. On va plus loin ce soir avec deux grands débats et l'entretien bien sûr. D'abord, la marche arrière du gouvernement pour les retraités modestes, maintien de l'exonération des impôts locaux en 2016. Comment expliquer cette décision si tardive? Quelle cohérence dans la politique fiscale? Le sujet est sensible à quelques semaines des élections régionales. Débat à suivre. Mystère et confusion autour du crash de l'avion russe au Sinaï. Selon la compagnie, seule une action extérieure pourrait expliquer la dislocation de l'Airbus. Les prises de parole sont contradictoires. Que faut-il penser de la communication autour de ce drame et des intérêts de chacun? L'analyse avec nos invités tout à l'heure. Enfin, l'entretien avec mon invitée ce soir, elle est respectée et admirée dans le monde entier. Laurence Equilbé, chef d'orchestre, elle sera avec nous tout à l'heure. Voilà pour votre programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. N'hésitez pas à réagir à nos débats via le hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Ségolène Royal donne raison à Anne Hidalgo. La circulation alternée en Ile-de-France sera désormais automatique en cas de pic de pollution. Un bras de fer s'était engagé entre la ministre et la maire de Paris. Elle s'opposait sur le processus de mise en place de cette alternance. Les explications de Jérôme Bonnard. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a donc tranché. Désormais, le dispositif de circulation alternée sera automatique en Ile-de-France lors des pics de pollution. Une condition néanmoins, la demande doit être commune entre la mairie de Paris et la région. Ségolène Royal, en visite en Chine pour évoquer le climat aux côtés du chef de l'État, donne ainsi raison à Anne Hidalgo. La maire de Paris demandait plus de simplicité dans le déclenchement des procédures d'alerte. Cette réclamation faisait suite au plan d'action présenté par la ministre en septembre dernier. Un plan jugé trop lourd pour de nombreux élus franciliens. En effet, Ségolène Royal souhaitait la consultation d'un comité rassemblant élus, associations et autres experts autour du préfet à chaque crise. À partir d'aujourd'hui, les élus peuvent donc prendre leurs responsabilités sans être obligés de passer par les autorités ministérielles. Et toujours en matière de pollution, la France et la Chine s'engagent. Les deux pays signent un accord contraignant pour lutter contre le réchauffement de la planète. En visite dans le pays, François Hollande obtient un signe fort du plus gros pollueur mondial, tout juste un mois avant le début de la COP21. Les détails avec Sophie Normand-Couturier. La Chine était jusqu'ici réticente à une telle contrainte, un mécanisme qui oblige les pays à revoir rapidement et régulièrement leurs engagements en faveur du climat. C'était avant la visite de François Hollande et cette déclaration commune dans laquelle Pékin se dit favorable à une revue complète tous les 5 ans des progrès accomplis pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Favorable aussi à un dialogue sur le climat dès 2017-2018, soit bien avant l'entrée en vigueur du futur accord de Paris. La Chine est nécessaire, indispensable même, pour que nous puissions trouver l'accord. D'abord parce que c'est un grand pays, et comme tout grand pays qui connaît une croissance élevée, c'est un pays émetteur de gaz à effet de serre. C'est un pays qui est un acteur global, et donc qui veut répondre aux défis. À un mois pile du lancement de la COP21, c'est un pas important de la part du premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, qui de ce fait jouera le rôle d'arbitre majeur des négociations et sauvera, grâce à cet accord de principe, la mise à François Hollande. Et sur notre antenne cet après-midi, Jean Jouzel, le climatologue et membre du GIEC, estimait significatives ces dernières avancées. On l'écoute. Les contributions ne portent que sur des périodes 2025-2030 au mieux, alors que les trajectoires qui vont décider de la stabilisation à long terme portent jusqu'à la fin du siècle et au-delà. Donc il y a beaucoup d'hypothèses sur ce qui se passera après 2030. En gros, on a quand même la moitié du chemin de fait, c'est bien, c'est significatif et c'est déjà un changement de mode de développement dans les pays qui s'y sont engagés. Et le point aussi important, c'est que ce n'est pas simplement l'addition de ces contributions qui est la clé. C'est aussi, est-ce qu'on est capable sur les 15 prochaines années, tous les investissements, si on veut réussir, doivent être faits en tenant compte de la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut être prêt en 2025, en 2030, à diviser par 2 nos émissions à horizon 2050 pratiquement. Et c'est ça qui est important. Toujours en matière de pollution, ou plutôt d'anti-pollution, le scandale continue pour Volkswagen. Le constructeur allemand aurait aussi installé des logiciels truqueurs sur des moteurs, équipement des Audi et des Porsche. C'est l'agence de protection de l'environnement américaine qui le révèle. Et ce soir, le groupe Volkswagen dément cette information.
Et depuis Pékin, François Hollande appelle le président turc Recep Erdogan au rassemblement et à l'unité. Hier, l'AKP, le parti présidentiel, remportait les législatives par téléphone. Les deux chefs d'État ont aussi échangé sur la question de la Syrie et celle des réfugiés. Les suites de l'affaire Air Cocaïne, 10 jours après leur fuite de Saint-Domingue, les deux pilotes dorment ce soir en prison. Une détention provisoire avant d'être entendus à Marseille par la juge d'instruction. Leurs avocats se disent révoltés et atterrés. Ils attendaient pour leurs clients une convocation et non une arrestation. Tout de suite, passons au premier débat de ce soir. Sonia, avec vos invités, vous revenez sur ce couac autour de la fiscalité. Oui, le sujet est en tous les cas hautement sensible et encore plus en cette période électorale. Les impôts locaux. Le gouvernement a finalement fait marche arrière pour les retraités modestes. Ceux qui ont payé des impôts locaux cette année, alors qu'ils en étaient jusque-là exonérés, seront remboursés. Voilà pour les mots. Mais comment cela va-t-il se passer dans les faits? Le Premier ministre, Manuel Valls, a annoncé donc l'extension à 2016 du maintien de l'exonération des impôts locaux pour les retraités aux revenus modestes. Ce changement, qualifié par certains de zigzag fiscal, est inédit. Que dit-il aussi de la politique fiscale du gouvernement? Et le tout se passe, vous le savez, à quelques semaines d'élections régionales à très haut risque. L'analyse et le débat avec nos invités ce soir. Juliette Méadel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci d'être avec nous, porte-parole du Parti socialiste. Nous accompagne également ce soir Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, essayiste, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date s'intitule « On va dans le mur » aux éditions Albin Michel. Vous dirigez également la fondation IFRAP. Nous accompagne ce soir Pierre Larouturou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, économiste, coprésident de la Nouvelle Donne. Et je présente votre livre qui vient de paraître, Non-assistance à peuple en danger, chômage, précarité, logement. La crise s'aggrave, ils ne font rien aux éditions Fayard. Et avec nous également ce soir, Patrick Appelmuller, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, journaliste, directeur de la rédaction de l'Humanité d'abord. Juliette Méadel. Finalement, le gouvernement a donc tenu compte. Il a été contraint de le faire, de la situation des retraités modestes. On va parler du changement, mais ce renversement est assez inédit et sûrement déroutant pour ceux qui sont concernés. C'est un sacré zigzag, vous le reconnaissez? Un zigzag. Pourquoi un zigzag? Dans un sens, vous n'avez pas tort, c'est une mesure qui avait été adoptée par la droite en 2008. Et cette mesure, quelle était-elle? Elle disait que les veuves qui avaient droit à avoir avant une demi-part de plus pour payer moins d'impôts, celles qui avaient un enfant, n'auraient plus le droit à ce qui leur permettait de payer moins d'impôts. Donc le gouvernement de l'époque de 2008 supprime cette espèce d'aide fiscale qui existait. Et naturellement, ça a un impact sur la fiscalité locale, parce qu'il y a un lien entre les deux. Et il se trouve que la suppression de cet avantage fiscal qui date de 2008 a commencé à produire ses effets récemment. Ce qui explique que le gouvernement, qui n'y était pour rien dans la mise en place de cet avantage et de sa suppression, adapte, et c'est ce qu'il vient de faire, adapte la fiscalité locale actuellement. Et tous ceux qui seront ces petits retraités, qui auraient payé de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation à tort, seront remboursés sur simple demande, comme le ministre du Budget l'a annoncé tout à l'heure, sur simple demande dans les 3 semaines. Donc tous ceux qui auraient payé la taxe foncière ou la taxe d'habitation à tort passent un coup de fil à leur centre des impôts et sont remboursés dans les 2 à 3 semaines. On va rentrer dans les détails. Je vais laisser nos invités réagir. Pour ceux qui ne feraient pas ça, juste pour préciser, pour ceux qui ne passeraient pas le coup de fil au centre des impôts, ça sera un remboursement automatique un peu plus tard. On va en parler. Alors, parce que vous avez évoqué la droite et avant de laisser la parole à nos autres invités, je voudrais que vous écoutiez justement la réaction du sénateur Roger Karoutchi à propos de la politique avant. Impréparation, imprévision. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il a raison, M. Eckert. Le texte d'origine est de 2008, sauf que le texte prévoyait une sortie en sifflet, prévoyait en parallèle des mesures d'adaptation. Quand le gouvernement socialiste est arrivé en place en 2012, ils ont pris le texte, ils n'ont rien adapté du tout, et ils se rendent compte au bout de 3 ans et demi de ce qui devait se passer en 2015. Impréparation, et pire, c'est qu'aujourd'hui on a un Premier ministre qui dit dans la mesure où il faudrait rembourser, si vous n'avez pas encore payé, surtout ne payez pas vos impôts locaux. Franchement, c'est la première fois de ma vie que je vois un Premier ministre de la Ve République dire ne payez pas vos impôts. Là où on peut s'étonner, Agnès Verdier-Molinier, c'est que le gouvernement n'ait pas anticipé ce qui aurait pu être un nouveau choc fiscal. Alors ne vous inquiétez pas, pour évaluer les recettes fiscales, ils ont bien anticipé, que ce soit sur l'IR, sur la CSG, donc l'impôt sur le revenu, la CSG, ou alors la fiscalité locale, la taxe foncière, la taxe d'habitation. Toutes les prévisions sont en augmentation, donc que les Français ne s'inquiètent pas, tout ça a été bien budgété
est bien intégré dans les calculateurs de Bercy. Mais c'est vrai que ça fait un peu désordre, juste avant les élections quand même, de voir pas mal de retraités modestes se retrouver à payer autant d'impôts, notamment taxe d'habitation, on l'a dit, mais il y a aussi de la taxe foncière pour certains. Et puis, il y a aussi de la CSG pour 617 000 contribuables. Donc, on n'est pas juste sur les 250 000 dont on parle d'augmentation et de première fois de paiement de taxe d'habitation. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi tout d'un coup, est-ce que cette catégorie de personnes qui ne payaient pas l'impôt local vont se retrouver assujettis et on va leur dire, bah, vous payez pas, comme ça a été dit dans le reportage, ou on vous rembourse, alors que les autres qui ont aussi assumé des augmentations d'impôts, alors là, on leur dit, bah, vous étiez déjà assujettis, alors là, mes pauvres, non mais ça dommage pour vous, si vous avez eu des augmentations de taxes d'habitation qui sont liées, par exemple, à la demi-part fiscale qui a disparu, mais aussi à l'imposition des 10% de majoration pour ceux qui avaient eu 3 enfants ou plus. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Donc tous ceux qui payaient déjà l'impôt, alors là, c'est pas grave pour eux s'ils en payent plus, mais tous ceux qui payaient pas, donc là, il y a un problème de il y a quand même un problème de constitutionnalité. Où est l'équité, l'égalité devant l'impôt à ce moment-là, et sur quel texte se fonde le gouvernement pour annoncer ces remboursements? Nous, on aimerait bien savoir, et puis les Français, ils aimeraient bien comprendre pourquoi il y a d'un côté ceux qui doivent jamais payer d'impôts et qui, s'ils y sont assujettis, oulala, ça devient très très grave, et puis les autres qui sont chargés d'impôts en permanence, mais là, et ça gêne personne. Mais je reviens aussi sur ce manque d'anticipation. Vous allez nous répondre, Juliette Méadel, parce qu'on sait comment ça s'est passé, Pierre Larouturou. Il y a beaucoup de parlementaires qui ont alerté, qui ont joué ce rôle de lanceur d'alerte vis-à-vis du gouvernement, parce qu'eux, ils reçoivent, eh bien, ils sont en contact des citoyens qui ont dit, voilà, ils voient arriver des gens qui sont dans des situations parfois de rupture. Mais ça, le fait que les députés ne soient pas écoutés, hélas, on le voit depuis plus d'un... Pardon, non, mais il y a des députés qui avaient tiré la sonnette d'alarme avant. Il y a un amendement. Pardon, est-ce que je peux, sur le fond, c'est peut-être la première fois de ma vie. C'est peut-être la première fois de ma vie que je suis d'accord avec Madame Verdier-Molinier, mais on n'en tire pas les mêmes conclusions. Il y a effectivement un problème. Est-ce qu'il faut taxer toujours plus les personnes physiques, qu'elles soient retraitées ou plus jeunes, ou patrons de PME ou salariés? Et pourquoi est-ce qu'on doit tellement tous taxer? C'est parce qu'en même temps, on a dû faire 40 milliards, le pacte de responsabilité. Il y a eu 40 milliards de cadeaux, entre guillemets, sans aucune contrepartie. Là, vous n'êtes pas du tout d'accord avec Agnès Verdier-Molinier, c'est sûr. Juste un point. Pourquoi les caisses sont vides? Une question fondamentale. Je ne sais pas si on peut le voir. On le voit. C'est l'évolution de l'impôt sur les bénéfices en Europe. En quelques années, depuis que l'Irlande est rentrée, tous les pays baissent leur impôt sur les bénéfices. On avait un impôt qui était à peu près à 40%. On est tombé à 25%. Donc, les dividendes explosent. L'an dernier, plus 30% sur les dividendes. Et au lieu de taxer les dividendes, au lieu de mettre en place une taxe Tobin, on continue. Manuel Valls nous dit qu'il faut encore baisser l'impôt sur les bénéfices. Donc on fait 40 milliards de cadeaux sans contrepartie. Du coup, on dit aux collectivités qu'elles n'ont plus d'argent. Il y a plus on bloque les retraites. Donc vous y voyez une situation de confusion. Non, pas de confusion. Donner les chiffres pour la France. Il y a un mot qui justifie le budget. Il y a un mot qui résume très très bien. Il y a un mot qui résume très très bien, le budget que nous sommes en train de voter. C'est le mot justice fiscale. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de diminuer l'impôt sur le revenu à hauteur de 2 milliards d'euros. Et l'année dernière, vous savez de combien, Agnès Molinier-Verdier, nous avons diminué l'impôt sur le revenu? De 3 milliards d'euros. Autrement dit, il y avait... Votre notion de la justice est vraiment très aléatoire. Je voudrais juste terminer ma phrase. Il y avait pas beaucoup de socialistes qui avaient répondu présent pour venir défendre ce sujet ce soir. Juste, je voudrais finir ma phrase. Bon, les comptes de l'État ont été progressivement restaurés. Le déficit public a légèrement diminué. C'est la première fois depuis 2008. Deuxièmement... Mais vos prévisions sont très optimistes. 12 000 postes à l'hôpital. Ça a été précisément de tenir les deux cordon de la bourse, si je puis dire, c'est-à-dire de veiller à la tempérance de la dépense publique et en même temps de diminuer l'impôt sur le revenu de près de 5 milliards d'euros. C'est inédit depuis 2008. Attendez. Et je terminerai. Patrick Attali-Muller n'a pas encore parlé, s'il vous plaît. Sonia Mabrouk, je voulais répondre à la question que vous avez posée sur la question de l'anticipation de ce que nous venons de vivre sur les petites retraites. Vous reconnaissez le manque d'anticipation? Il y a une députée qui a déposé un amendement, qui s'appelle Madame Pires-Beaune, qui a déposé un amendement il y a près de cela un mois en disant il faut adapter la situation de ceux qui ont bénéficié de cet avantage fiscal supprimé par la droite. Et le gouvernement
a donné un avis favorable. Et dans le projet de budget que nous sommes en train de voter, c'était prévu. Voilà. Donc je dis que la décision sonnette d'alarme- tardive pour vous, mais pas manque d'anticipation. C'est ce que vous nous parce dites. que ça avait été anticipé par les Allez, députés et écouté Patrick par le Appel-Muller, gouvernement. il y a eu quand même beaucoup de messages et de promesses fiscales ces derniers temps. Et c'est un sujet qui est très sensible. À quelques semaines des élections régionales, que peuvent penser, au-delà des retraités modestes, les citoyens, les concitoyens, les téléspectateurs qui nous regardent ce soir? D'abord, je pense qu'ils doivent se réjouir pour les quelques 250 000 personnes qui ne vont pas payer ces impôts. Parce que ce sont en général des gens qui ne gagnent pas grand-chose. C'est moins de 1 000 euros par mois. Il faut quand même rappeler que cette mesure a été prise par la droite. C'était une mesure de grande injustice. Parce que ça visait d'abord des gens qui, je rappelle que les femmes gagnent en moyenne 993 euros de retraite par mois, 39,5% de moins que les hommes. Et c'est souvent parce qu'elles ont dû sacrifier une partie de leur carrière, parce que l'égalité salariale n'est pas établie, et cette demi-part permettait d'avoir une retraite un peu plus digne. Le fait de supprimer cette mesure sur les impôts locaux, ça ne rétablit pas tout ce qui va avec l'augmentation de l'impôt de référence. Qui est devenu la leur. Parce qu'ils perdent la gratuité des transports dans un certain nombre de départements, toute une série de choses autour. Donc d'abord, je pense que c'est une bonne mesure. Ce qui est frappant, c'est quand même qu'on mette autant de temps au niveau du gouvernement pour s'apercevoir des effets de cette mesure. Je ne crois pas que ça soit de l'impéritie. Je crains plutôt que ce soit l'effet TVA sociale. Vous savez, le regret de ne pas avoir supprimé d'avoir supprimé la TVA sociale qu'avait instauré Nicolas Sarkozy. Non, mais pas un peu un procès d'intention. Ou alors c'est de l'incompétence. Mais je ne crois pas que ça soit de l'incompétence. Je pense donc qu'il y a eu longtemps. Non, mais oui, d'accord. On attend que les gens aient payé pour leur dire on va vous rembourser. C'est quand même pas très. Ou c'est pas très sérieux. Qu'il devait. Donc il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu beaucoup de temps. C'est la mesure la plus efficace. Il a fallu beaucoup de temps au gouvernement. C'est le plus rapide. Pour le reste, je crois que ça souligne quand même qu'il y a une politique fiscale qui n'est pas une politique de justice fiscale. D'abord parce que l'essentiel de l'impôt, il faut le rappeler, ce sont l'ensemble des Français qui le payent avec la TVA, qui est quand même le poste d'imposition le plus lourd et qui pèse proportionnellement beaucoup plus lourd sur les milieux populaires et les ménages modestes. C'est très éclairant en proportion des revenus. Ensuite, on a une politique fiscale qui effectivement épargne les revenus du capital, les revenus des entreprises par rapport à ce qui était le cas auparavant, avec effectivement des cadeaux, 40 milliards, ça a gonflé considérablement les dividendes. Et si on regarde même de très près ce qu'est devenu le budget du CICE lorsqu'il a été distribué aux entreprises, on s'aperçoit qu'il n'a pas servi à développer l'emploi. Alors, la réponse d'Agnès Verdier-Molinier sur ces fameux... Non, mais sur la question, que ce soit sur la question de l'imposition du capital, on n'a jamais été aussi haut. On est à 15,5 sur la CSG des revenus du capital. Sur les dividendes, on n'a jamais été aussi haut. Puis on va revenir aux retraités. C'est vrai qu'on a aligné la fiscalité du travail sur celle du capital et que nous nous en réjouissons à gauche. Avec ça. Les entreprises se prennent une charge fiscale tous les ans, malgré le CICE. Mais c'est un tableau qui est un tableau de moyenne sur l'Union européenne. C'est pas du tout un tableau français. Mais regardez les résultats sur la France, c'est la même tendance. C'est exactement la même tendance et vous devriez le savoir. Là, on peut donner n'importe quoi avec ces chiffres. Laissez-moi finir. On a du temps. Les ménages et les entreprises se sont pris une charge fiscale beaucoup trop importante ces dernières années et c'est aussi bien imputable à la droite qu'à la gauche. Aussi bien imputable aux uns qu'aux autres. La droite n'a jamais baissé l'impôt de 5 milliards d'euros. Posons-nous la question. Est-ce que c'est encore le moment de tout mettre sur la faute de l'autre? Vous avez raison, c'est plus le moment. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que le pacte de responsabilité a commencé à produire ses effets macroéconomiques. Le chômage a baissé. Le chômage a baissé. Pourquoi la droite et la gauche ont augmenté? Pourquoi la droite et la gauche ont augmenté autant la pression fiscale? Parce qu'aucun n'ont été capables de baisser la dépense publique. Et dans les mois qui viennent, on verra encore augmenter la fiscalité locale. On le sait très bien tous autour de cette table. Mais bien sûr que si, on verra encore augmenter la fiscalité locale. Je peux vous citer 6, 7, 12 villes. Alors, s'il vous plaît, mesdames, vous n'êtes pas d'accord sur ce qui va se passer à venir? C'est la réalité. On va faire... Attendez, Juliette Miadel, on va faire un point. Les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux ont augmenté. La taxe d'habitation a augmenté dans toutes les villes. La taxe foncière augmente partout. La liste est longue, Ne me la faites pas tout en entier, s'il vous plaît. Pierre Larouturou, on va faire un point. Pierre Larouturou, je voudrais qu'on revienne. Non, je vais reprendre la parole. Pierre Larouturou, s'il vous plaît. C'est difficile de défendre le libéralisme en disant des choses vraies. Vous savez, Pierre, vous avez aussi une façon de voir les
chiffres qui est assez original. Moi, j'arrive des chiffres d'Eurostat. Voilà. Je crois que malheureusement que les téléspectateurs ne comprennent pas le débat. C'est dommage. Moi, je voudrais revenir quand même au sujet qui est notre sujet ce soir. Ce sont les retraités modestes. Vous êtes tous d'accord pour dire que c'est une situation très compliquée pour ces personnes. D'autant plus que ce week-end, Juliette Méadel, quelqu'un leur a dit, c'est pas n'importe qui, c'est le ministre du Budget, qu'il fallait pas payer. Est-ce que tous ces messages et contre-messages ne risquent pas justement de créer même une angoisse vis-à-vis de ces personnes? On va rappeler quand même leur situation sociale. Quand ils ont vu arriver ce qu'il fallait payer, on imagine des situations de détresse. Pour certains, c'est vraiment un choc. Je comprends qu'effectivement, entre ce qui a été dit ce week-end et aujourd'hui, donc on est lundi, les gens aient pu se poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on va me rembourser vraiment, etc. Ça a été clarifié par le ministre du Budget ce soir. Tout est clair ce soir. Les choses sont très claires. Il a dit des choses vraiment. Encore une fois, quel est le fondement? Si vous permettez, vous allez parler. Chacun, c'est un débat, mais chacun à votre tour, comme ça on va comprendre. Encore une fois, les choses sont très très claires. Et donc, vous avez raison, il faut le clarifier pour toutes les personnes, les 250 000 petites retraites qui n'auraient pas dû payer ou qui n'ont pas encore payé, celles qui n'auraient pas dû payer seront remboursées à simple demande à leur centre des impôts dans les 3 semaines. Ceux qui n'ont pas fait la demande à leur centre des impôts seront automatiquement remboursés. Ça prendra un peu plus de temps que 3 semaines. Je vais vous dire une chose. Moi, je comprends que sur le coup, on se soit dit, voilà, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Mais c'est la mesure plus rapide, la plus efficace, et c'est une mesure de justice. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un gouvernement qui est capable de s'adapter. Oh là là. Vous avez un gouvernement qui est capable. on peut le dire. Alors vous préférez qu'on aille dans le mur en klaxonnant et qu'on soit ferme sur ces erreurs? C'est ce que vous faites par ailleurs, mais là vous avez freiné avant le mur. Que non, l'impôt baisse, la croissance revient et le chômage baisse. La croissance revient, non mais Juliette, c'est pas sérieux, mais c'est pas sérieux. Parce qu'on dirait que ça vous fait plaisir. On dirait que ça vous fait plaisir de jouer les Cassandres. Il y a un moment où il faut être un petit peu honnête. Juliette, il y a 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Le mois dernier, tout le monde a dit que si on regarde les 3 catégories de chômeurs, ça a encore augmenté de 2000. Et surtout, il y en a 50 000, et il y en a 50 000 qui ne sont plus comptés comme chômeurs. Il y en a 50 000 qui ne sont plus comptés comme chômeurs et qui tous les mois tombent en fin de droit. Si c'était votre frère qui était tombé en fin de droit, il y en a 50 000 qui. Il y en a 50 000 qui tombent tous les mois en fin de droit. Est-ce que vous diriez que c'est une amélioration? 25 000 chômeurs de moins. C'est faux. Et c'est chaque année, c'est Le Monde qui rappelait qu'il y en a 600 000 chaque année. 600 000 personnes chaque année qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles tombent en fin de droit. Et 606, pourquoi parce que c'est pénible de voir que tous les gouvernements, quand Mme Méadel était dans l'opposition, elle regrettait les mensonges de l'UMP dans l'opposition. Et tous les gouvernements, depuis 15 ans, mentent sur le chômage. La vérité, c'est que d'après les chiffres officiels, il y a tous les mois 50 000 ou 60 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles arrivent en fin de droit, elles tombent un cran plus bas. Vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet? Dire que ça va mieux, c'est scandaleux. Non, mais donc ça n'a pas changé, c'est toujours dramatique. Sur le chômage, il est clair sur le chômage qu'il est bien trop tôt pour crier victoire. Que si on prend toutes les catégories de chômeurs, c'est plus 1800 personnes. Donc, attendons de voir s'il y a vraiment une consolidation sur les chiffres. On aura le temps d'en reparler, je pense, dans les mois prochains. Le jour où vous vous réjouirez d'une amélioration, sur la question des remboursements et sur la question qu'il ne faut pas payer l'impôt pour lequel on reçoit une feuille d'impôt. C'est vrai que c'est assez original. Je pense qu'il y a une question. Est-ce que vraiment il y a un fondement légal à cette annonce du gouvernement? D'où il tire cette possibilité de dire tout d'un coup, tiens, ceux qui n'étaient pas assujettis précédemment, eux, ils ne paieront pas. Et les autres? Et ceux qui vont payer plus de CSG? Vous parlez d'un aspect constitutionnel. Mais attendez. Mais ceux qui vont payer plus de CSG. Et ceux qui vous répondent, c'est quand même extrêmement simple. Mais il se trouve qu'il y a une petite... Non mais Agnès Moïse, il y a une petite catégorie de personnes qui avaient un avantage fiscal. Cette petite catégorie n'a plus cet avantage fiscal. Et comme elle n'a plus... Attendez, est-ce que je peux vous répondre? Comme cette petite catégorie de personnes, ces 250 000, n'ont plus droit à cet avantage fiscal, il n'est pas juste qu'ils se mettent à payer plus de taxes foncières ou de TH. Donc on rétablit... Et les 650 000 qui ont vu leur taxe d'habitation augmenter... Ils ne sont pas dans la même situation. Ils ne sont pas dans la même situation. Donc vous ne pouvez pas considérer qu'il y a rupture d'égalité. Allez mesdames, s'il vous plaît. Patrick appelle les méchants qui payaient déjà de l'impôt. Je voudrais vous faire remarquer que... Il y a des gens qui ne payaient pas d'impôt, c'est ça? Les personnes âgées, les retraités, ils sont tous âgés en l'occurrence. Sont tous passés de 3,8% de taxation sur la CSG à 6,6%.
Donc ils ont aussi vécu cette augmentation de la CSG. Moi, le débat est animé. Donc, alors, eux, Attendez, la Agnès totalité, on fait rien. Verdier-Molinier, respectez la parole de l'autre, c'est toujours intéressant, pas de parole unique. Donc, ce qui est intéressant dans ce débat, et s'il est aussi vif et animé, c'est qu'au bout du compte, on pose la question de la fiscalité qui est pratiquée en France. On nous avait promis une réforme fiscale qui devait instaurer la justice, elle n'est jamais venue, même avec les regrets d'un ancien Premier ministre récent. Deuxième chose, derrière se pose la question des choix économiques. Pour qui on prélève l'impôt? Quel impôt? Auprès de qui on le prélève? Et quelle en est la redistribution derrière? Aujourd'hui, il y a une mesure qui effectivement concerne des personnes qui sont particulièrement en difficulté. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, une grande majorité des personnes âgées vit en dessous des 1 300 € de moyenne, 1 300 € bruts. Donc, tire le diable par la queue en permanence, et qu'on n'a pas hésité, sous la droite, à mettre 1,3 milliard de prélèvements supplémentaires sur leur dos, puisque c'était ça, la mesure. Et ce qui est dommage, c'est que cette mesure n'ait pas été entièrement rapportée, mise en cause dans une réforme fiscale progressiste et de justice. Et c'est justement au pied de ce mur que ce gouvernement, depuis le début, refuse d'avancer, refuse de faire. Un mot de conclusion, parce que le temps est passé très vite. Pierre Larrouturou, vous parlez aussi d'une autre alternative dans votre livre, c'est-à-dire? On montre comment on pourrait protéger les salariés, comment on pourrait trouver de l'argent quand il y a 6 millions de chômeurs, ces 6 millions de gens qui ne cotisent pas pour les caisses de retraite. Et on donne des solutions concrètes et on montre en même temps comment c'est une impasse que propose Mme Verdier-Molinier. Quand elle dit qu'il faut diminuer les dépenses publiques, on va supprimer 12 000 postes à l'hôpital. On va supprimer 12 000 postes à l'hôpital. On va diviser par 2 les recrutements du CNRS en 5 ans. Donc, est-ce que c'est ça que vous voulez? Déjà, 12 000 postes supprimés à l'hôpital, c'est pas suffisant? Les 3 milliards d'économies sur les collectivités. Attendez, tous les jours, il y a des patrons de PME qui mettent la clé sous la porte, parce que quand on fait 3 milliards d'économies sur les collectivités, c'est les collectivités qui ne peuvent plus investir. Non, c'est pas vrai. Excuse-moi, c'est 3 milliards d'investissements, Juliette. Gros mensonge. Gros mensonge de Mme Méadel. Gros mensonge. 3 milliards d'économies sur l'investissement. Vous dites des contre-vérités. La diminution de ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, elle a justement un objectif. Et les mises en chantier de logements qui s'effondrent. L'aide à la construction qui s'effondre. Je ne sais pas si nos téléspectateurs comprennent, parce que vous me coupez. Je vous l'avoue. Donc, faire baisser la dépense de fonctionnement des collectivités locales et précisément relancer l'investissement, c'est exactement en tous les cas, vous avez eu l'occasion de parler. parler. Merci pour ce débat animé, vif, sur un sujet sensible. On aura l'occasion d'y revenir. Restez avec nous parce qu'on va parler d'un événement qui va vous intéresser, organisé demain. Ça va se dérouler à la Maison de la Radio et ça s'appelle Ma planète 2050. On va se projeter un petit peu et qui traduit, c'est important, l'engagement des plus jeunes en faveur de la planète et de l'environnement. Et on en parle dans un instant. Regardez. C'est une belle initiative qui aura donc lieu demain à la Maison de la Radio et on en parle avec vous. Gilles Alia, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes journaliste à France Info, animateur de l'émission France Info Junior. D'abord, parlez-nous de cette initiative. En quoi ça va consister? L'idée qui a été émise par France Info a été de donner la parole à 1000 jeunes, 1000 collégiens qui sont la première génération du 21e siècle, qui sont nés avec les problématiques d'environnement, puisqu'ils sont nés à partir des années 2000. Et effectivement, au cours de la COP21, personne ne leur donne la parole. Ce sont ces jeunes nés au début du siècle qui seront aux commandes du monde, aux commandes des entreprises ou de simples citoyens dans les années 2050. Et les engagements qui seront pris ou pas lors de la COP21, eh bien, c'est à eux de les assumer, de les subir d'ici quelques dizaines d'années. Donc on a voulu leur donner la parole. Alors vous leur donnez la parole, Gilles Allais, et avec des propositions, je crois, très très concrètes de la part de ces enfants. On a demandé à 35 classes dans le monde entier, 29 dans les académies de France métropolitaine et des départements d'outre-mer, et 6 établissements français de l'étranger. On a demandé à ces 35 classes de travailler sur des propositions concrètes pour la planète et pour l'environnement, et de rendre des travaux autour de 5 thèmes, habitat, eau, transport, voilà, 5 thèmes, et des terrains d'expression qui peuvent être des maquettes, des chansons, des poèmes, des travaux écrits. Surpris, parfois, oui. C'est extrêmement surprenant, c'est pertinent, ce sont parfois des idées totalement ingénieuses, totalement évidentes. On se demande d'ailleurs pourquoi elles n'ont pas encore été mises en œuvre par les dirigeants d'aujourd'hui. C'est une bonne question, oui. Effectivement, voilà. Donc ces propositions, on en a fait un livre. Alors je suis très heureux de vous le montrer parce que jusqu'à présent, seul le président de la République l'a vu. Voilà, en avant-première, voilà. Des solutions pour ma planète. Donc 1000 collégiens, 5 thèmes. 1000 collégiens, 5 thèmes. Et ce livre, ils sont allés le porter au président de la République vendredi. Ils ont été reçus pendant 1 heure par François Hollande avant qu'il ne s'envole pour la Chine. Et charge maintenant aux politiques, aux dirigeants d'aujourd'hui, de mettre en application quelques-unes
le plus possible de ces solutions proposées par les collégiens du monde entier. Bien, nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, en tous les cas, Gilles Allais, d'être venu nous en parler. Donc, cette initiative aura lieu demain. Et je crois que Public Sénat avait suivi 2 classes d'élèves qui ont travaillé sur ce gros projet. C'est donc un plaisir de vous recevoir. Il est 22h30 passé. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez en direct sur Public Sénat. C'est votre émission. On va plus loin. Et tout de suite, le rappel des titres avec Paul Bouffard. C'est parti pour le dépôt de liste. Depuis ce matin, les candidats aux élections régionales peuvent s'inscrire pour le premier tour. Un premier tour qui se déroulera le 6 décembre prochain. Et je vous le rappelle, pour la première fois, les Français voteront pour 13 grandes régions métropolitaines et 4 d'outre-mer. La campagne officielle, elle, débutera le 23 novembre. Dans l'actualité parlementaire, le Sénat débattra demain de la justice du XXIe siècle. 2 projets de loi pour une justice plus accessible et surtout plus simplifier les procédures. Les détails de ce texte avec Jennifer Semé. J21, derrière ce sigle se cache une imposante réforme du système judiciaire engagée par Christiane Taubira en 2013. Elle revêt 2 projets de loi, dont l'un pour une justice du quotidien qui se veut plus facile d'accès. Les contentieux familiaux sont les plus importants, mais il y a l'endettement, le surendettement, les conflits de voisinage, les problèmes de loyer, etc. Tout ça, il faut que nous rendions plus facile l'accès à la justice, plus utile et plus efficace. Cette justice du quotidien devrait être simplifiée par la généralisation des services d'accueil uniques du justiciable. Une centralisation des informations et de certains actes fait partie des nouveautés de cette réforme de la justice du futur. Autre point majeur de ce projet de loi, l'action de groupe. Aujourd'hui utilisé pour des questions liées à la santé et à la consommation, son cadre légal sera élargi aux discriminations. On sait bien que là où il y a le plus de problèmes, c'est la discrimination au travail, ou discrimination pour diverses mesures. Donc nous avons étendu l'action de groupe avec ce projet de loi, mais j'ai souhaité le réécrire pour notamment que nous arrivions à un tronc commun procédural, quel que soit le thème de l'action de groupe. La réforme transfère aussi certains contentieux au tribunal de grande instance et recentre le tribunal d'instance sur la justice civile. L'idée, rendre plus lisible l'organisation judiciaire. Après 18 mois de concertation, ce projet de loi sur la justice du quotidien fera l'objet d'une discussion commune demain au Sénat avec le projet de loi relatif à l'indépendance des magistrats. Ouverture du procès de l'Arix d'Échirolles. 12 accusés comparaissent pour le double meurtre de 2 jeunes, Kevin et Sofiane, en septembre 2012. Un déchaînement de violences inouïes qui avait choqué toute la France. 12 prévenus qui se renvoient la balle dans cette affaire d'expédition punitive. 6 semaines de débats sont prévues aux assises de Grenoble. Autre titre ce soir, la Chine s'engage pour la COP21. Un accord contraignant a été signé entre Pékin et Paris. François Hollande, en visite dans le pays, obtient un signe fort du plus gros pollueur de la planète, tout juste à 1 mois avant le début de la conférence sur le climat. Les détails avec Sophie Normand-Couturier. La Chine était jusqu'ici réticente à une telle contrainte, un mécanisme qui oblige les pays à revoir rapidement et régulièrement leurs engagements en faveur du climat. C'était avant la visite de François Hollande et cette déclaration commune dans laquelle Pékin se dit favorable à une revue complète tous les 5 ans des progrès accomplis pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Favorable aussi à un dialogue sur le climat dès 2017-2018, soit bien avant l'entrée en vigueur du futur accord de Paris. La Chine est nécessaire, indispensable même, pour que nous puissions trouver l'accord. D'abord parce que c'est un grand pays, et comme tout grand pays qui connaît une croissance élevée, c'est un pays émetteur de gaz à effet de serre. C'est un pays qui est un acteur global, et donc qui veut répondre aux défis. À 1 mois pile du lancement de la COP21, c'est un pas important de la part du premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, qui de ce fait jouera le rôle d'arbitre majeur des négociations et sauvera, grâce à cet accord de principe, la mise à François Hollande. Et puis en France, la ministre de l'écologie Ségolène Royal l'annonce. Désormais, la circulation alternée sera décidée automatiquement. Un bras de fer avait opposé la ministre à la maire de Paris, Anne Hidalgo, alors qu'un pic de nuisance aux particules fines a frappé l'Île-de-France aujourd'hui. Les explications de Jérôme Bonnard. La ministre de l'écologie Ségolène Royal a donc tranché. Désormais, le dispositif de circulation alternée sera automatique en Île-de-France lors des pics de pollution. Une condition néanmoins, la demande doit être commune entre la mairie de Paris et la région.
Ségolène Royal, en visite en Chine pour évoquer le climat aux côtés du chef de l'État, donne ainsi raison à Anne Hidalgo. La maire de Paris demandait plus de simplicité dans le déclenchement des procédures d'alerte. Cette réclamation faisait suite au plan d'action présenté par la ministre en septembre dernier. Un plan jugé trop lourd pour de nombreux élus franciliens. En effet, Ségolène Royal souhaitait la consultation d'un comité rassemblant élus, associations et autres experts autour du préfet à chaque crise. À partir d'aujourd'hui, les élus peuvent donc prendre leurs responsabilités sans être obligés de passer par les autorités ministérielles. Il est l'heure du second débat. Sonia, avec vos invités, vous tentez d'éclaircir le mystère autour du crash de l'avion russe dans le Sinaï. Oui, et depuis quelques jours, la confusion règne autour des circonstances du drame qui, je vous le rappelle, a causé la mort à 224 personnes. La prudence reste de mise, bien sûr, ce soir. Quant à la cause de ce crash, accident ou attentat, tout reste possible, même si l'hypothèse de l'acte terroriste se renforce avec les déclarations aujourd'hui de la compagnie Metrojet qui exclut tout dysfonctionnement technique ou alors erreur humaine. Et au-delà de ces considérations, eh bien, des questions se posent sur la manière dont est menée cette enquête, la rapidité avec laquelle certaines sources se sont orientées vers la cause accidentelle dans une zone, le nord du Sinaï, dangereuse et gangrénée par les djihadistes de l'État islamique. Il est donc tout à fait légitime ce soir de s'interroger sur l'enquête menée, la zone du crash, les conséquences pour les différents protagonistes qui s'expriment. On va en parler dans quelques instants avec nos invités, mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Sophie Normand-Couturier. Une bougie, une prière ou une fleur déposée en mémoire des 224 victimes. Toute la journée à Saint-Pétersbourg, les habitants sont venus leur rendre un dernier hommage. Les causes du crash restent mystérieuses. L'analyse des boîtes noires vient tout juste de commencer. Mais pointée du doigt, la compagnie aérienne russe qui exploitait l'appareil assure qu'il était en excellent état. Il n'y a pas de défaillance technique qui pourrait expliquer que l'avion se brise en plein air. La seule explication possible est une sorte d'action extérieure. Des premières conclusions jugées prématurées par les autorités russes. S'agit-il alors d'un acte terroriste? La branche égyptienne du groupe État islamique l'a revendiqué dès samedi. Mais cette thèse, le renseignement américain la juge improbable. Selon lui, le groupe djihadiste n'aurait pas les moyens d'abattre un avion commercial en vol. Une thèse qu'il n'exclut toutefois pas complètement. Dans le Sinaï, l'enquête se poursuit. Des enquêteurs français, allemands et irlandais devraient y participer. Et sur ce sujet, nos invités ce soir, Myriam Benrad, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient, auteur notamment du livre L'Irak de Babylone à l'État islamique. Nous accompagne également ce soir Yves Pozzo di Borgo, bonsoir. Bonsoir. Vice-président de la Commission des Affaires européennes et sénateur UDI de Paris. Qatar Abou Diab est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient et professeur à l'université Paris-Sud. Et puis avec nous également ce soir, François Durper, bienvenue et bonsoir. Bonsoir Sonia. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Nous parlerons aussi ce soir de la déclaration et de la position américaine, partenaire, on le sait, privilégié de l'Égypte. Mais d'abord, madame, messieurs, je le disais en préambule, la prudence reste de mise ce soir. Mais au vu des annonces faites par la compagnie, on peut se poser des questions autour des premières déclarations qui ont été faites après ce drame. Les Russes ont par exemple très vite nié au départ la piste terroriste. Et les Égyptiens avaient affirmé qu'il y avait une communication du pilote, ce qui n'est pas le cas apparemment. Selon vous, Qatar Abou Diab, pourquoi une telle précipitation? Pourquoi une telle communication qui paraît aujourd'hui forcément opaque? Exactement. Pourquoi une telle mauvaise communication? Pourquoi cette précipitation? Aussi, donc, pourquoi cette hâte et aussi cette rapidité de vouloir donner des résultats? Aujourd'hui, on parle de résultats préliminaires de boîtes noires. Donc, tout ça, c'est pour exclure avant tout. De la part de l'Égypte, c'est important de montrer que c'est un pays où il y a simplement un terrorisme résiduel. Et surtout, c'est l'aéroport de Sharm el-Sheikh, c'est le tourisme. L'Égypte compte sur ça. Ce serait pour l'Égypte une nouvelle fois un grand enjeu, une catastrophe. Pour la Russie aussi, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'interrogations. C'est vrai, on a eu beaucoup de mystères autour de plusieurs crashs à travers les 2 dernières années. Mais je pense cette fois, compte tenu de cette explosion en plein vol, on peut supposer que ce n'est pas une histoire de missiles compte tenu de l'altitude, mais au moins, ce n'est pas exclu, ça reste une hypothèse, un kamikaze à l'intérieur de cet avion ou une bombe.
Myriam Bedrane, Une hypothèse. Oui, une hypothèse, vous avez raison. On reste de toute façon très prudent ce soir, mais est-ce que c'est vrai qu'on peut s'étonner de cet empressement suite au crash qui peut laisser perplexe? C'est-à-dire que certains ont exclu très vite cette piste terroriste dans une région, et ça on va y venir tout à l'heure, qui est quand même dangereuse et gangrénée par les djihadistes de l'État islamique. Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on est en pleine guerre de l'information aujourd'hui autour du Moyen-Orient, il faut se le dire. Qu'on parle de la Syrie, de l'Irak, de l'Égypte, il y a une guerre de l'information, une guerre je dirais de propagande qui a cours aujourd'hui, maintenant depuis de longs mois, et qui fait qu'on a du mal effectivement à faire sens de ce qui se passe. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'une part, l'Égypte, en tout cas le gouvernement d'Al-Sisi, n'a aucun intérêt à reconnaître qu'il s'agit d'un attentat terroriste au moment où ce régime essaie de se présenter finalement comme celui qui rétablit l'ordre en Égypte. Il y a aussi l'enjeu du tourisme, évidemment, dans le Sinaï, parce qu'un vol comme ça qui est abattu, ça va porter un coup clair à un tourisme égyptien qui se remet à peine d'années d'instabilité politique. L'autre aspect, c'est évidemment la Russie et le récit russe, qui est un récit de contre-terrorisme, enfin qui tend à se présenter comme l'alternative à une stratégie occidentale dans l'impasse. Donc il est très difficile pour les Russes d'admettre qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Je vais finir sur une chose. Toutes les attaques, tous les attentats que l'État islamique à ce jour a revendiqués se sont avérés être des attaques de l'État islamique, de ses combattants. Il y a une forte activité djihadiste dans le Sinaï, ce n'est pas quelques combattants. Le Sinaï est aujourd'hui en partie aux mains des djihadistes. Sisi est dans une logique de reconquête, c'est vrai, dans une logique qui consiste à se présenter comme celui qui reprend la main sur ces territoires perdus, mais je pense pour ma part qu'il est très probable que ce soit effectivement le fait de l'État islamique. Et encore une fois, parce qu'aucune attaque que ce groupe a revendiqué s'est avérée fausse. Alors il est vrai qu'on n'a pas les images aujourd'hui de propagande audiovisuelle que cette organisation terroriste nous a habitués à visualiser, mais encore une fois, ils n'ont jamais rien revendiqué qui n'est commis par le passé. Important. Oui. Yves Pozzo-Di-Borgo, vous connaissez bien en plus la Russie, vous connaissez bien l'histoire de ce pays, etc. C'est un choc qu'ils ont vécu. Il faut savoir qu'en Russie, c'est évidemment des jours de deuil national, que la télévision est en boucle sur ce drame. Donc il y a l'émotion, il y a le deuil. On peut s'étonner qu'il n'y ait pas une prise de parole assez forte et importante de Vladimir Poutine et que les autorités russes aient exclu d'emblée quand même cette piste. Le problème, n'oubliez pas que le problème de la Russie, c'était d'abord l'Ukraine, avec une opinion publique qui a été très sensible à cela, qui a été très solidaire avec son président, puisque sa cote de popularité actuellement a des records. Je crois que c'est 80-85% de popularité exact, pour Poutine. Deuxièmement, il commence à y avoir en Russie des soi-disant volontaires, qui sont en fait des soldats, qui reviennent d'Ukraine et qui commencent à se réunir en disant « mais nous, on aimerait bien exister ». Donc il commence à y avoir d'opinion publique. Il n'y a pas un décrochage d'opinion publique. Deuxièmement, Poutine, le gouvernement russe a décidé de s'investir en Syrie de façon forte. Et ce qui est efficace, manifestement, il semble efficace, même s'il y a des dégâts collatéraux. Et cela, évidemment, pour les Russes qui sont un peu repliés sur eux-mêmes, c'est quelque chose dont ils peuvent être fiers. Et qui continue d'ailleurs à donner une bonne image à Poutine, à l'opinion publique. Mais quand il commence à y avoir des dégâts, là on s'interroge. Et d'ailleurs vous avez remarqué qu'en Russie, peut-être que tous les télévisions parlent tous les jours régulièrement, mais la pauvre compagnie qui a eu cet avion écrasé a été vraiment ciblée comme vraiment... C'est un point très important. Il y a eu, je crois, une centaine d'interrogatoires. Mais oui, alors ils ont été vraiment pris comme des coupables arrêtés. Enfin vraiment, c'était caricatural la façon dont elle a été ciblée. Alors évidemment, c'est des méthodes classiques qu'on a dans ces pays-là. Et là, on l'a bien vu. Alors, ils se sont défendus sur le communiqué d'aujourd'hui en disant « mais non, c'est pas vrai, c'est pas technique ». Mais c'est vrai que c'était le coupable idéal. Alors, il faut comprendre que d'abord, pour la Russie, c'est pas très, très positif qu'il y ait comme ça, une attaque comme ça, parce que ça va provoquer quand même dans l'opinion publique une tension en disant « mais finalement, on va peut-être en Russie, on va peut-être en Syrie, mais il peut y avoir des retours ». Et n'oubliez pas qu'en plus, les Russes ne peuvent plus aller maintenant, vont beaucoup moins en vacances en Europe parce qu'à cause des sanctions. Ils allaient plutôt vers ces pays-là. N'oubliez pas que Sharm el-Sheikh était le dernier pays, dernière zone égyptienne où on pouvait aller en vacances et où les Russes allaient. C'est très curieux d'ailleurs, les Russes de Saint-Pétersbourg, les Russes de Moscou vont en vacances là-bas. Donc c'est quelque chose de très fort, vous savez.
Donc s'il y a cette piste-là, elle pourrait provoquer un traumatisme. C'est vrai que c'est évident. Alors évidemment, je veux dire, c'est le poker banqueur des deux pays. Enfin, le poker banqueur qui est intervenu, oui, aussi bien en Russie qu'en Égypte. Les deux ont intérêt à ce que ce soit pas ça. Mais en même temps, la réalité peut-être va les dépasser. Et elle va les dépasser quand on aura vraiment totalement le résultat on peut pas des le dire enquêtes. maintenant. Voilà. Mais il y a quand même un autre pays qui est intervenu rapidement. Et là, on peut s'étonner, François Durper, les États-Unis. Et c'est pas n'importe qui a parlé. Je crois que c'est le chef, l'un des chefs du renseignement américain, qui est à l'air et qui le dit, qui exclut pour le moment cette piste terroriste. Alors, non, pas exactement. Non, il n'exclut pas la piste terroriste. Il ne la privilégie pas. La traduction exacte de l'anglais, il dit qu'il est improbable que ISIS ait pu commettre cet attentat. Mais dans la phrase d'après, il dit qu'il est impossible d'exclure la possibilité d'attentat. Parce que j'en rajoute une couche on avait la à première, tout ce qui Alors vient vous allez nous faire l'analyse. Mais oui, ils sont des bons latinistes, les Américains. Voilà. Ils n'ont pas appris le latin. Mais il faut effectivement... Encore un autre pays qui n'a pas intérêt à dire qu'il s'agit d'un attentat, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, vous vous souvenez qu'à la fin du mois dernier, l'attention des médias américains était polarisée autour du retour de l'Iran sur la question, sur cette affaire, mais très peu finalement sur l'Égypte. Or, la grande question, c'est qu'aujourd'hui, l'Égypte est redevenue un allié vraiment incontournable dans la région pour les Américains. 2 jours avant l'attentat, je crois qu'il y a eu 4 avions de chasse F-16 qui ont été livrés. Il faut se rappeler qu'en fin juillet, il y avait déjà eu 8, ça fait 12 avions F-16. Si vous rajoutez à ça les hélicoptères Apache, les tanks, bref, l'Égypte est le 2e pays le plus aidé au monde sur le plan militaire derrière Israël. Donc là, on a un allié indéfectible pour une Amérique d'Obama qui a échoué dans la région et qui donc a besoin de s'y retrouver, de repères. Et l'un des repères, c'est l'Égypte, alliée de 40 ans. Mais en même temps, ça ne suffit pas à gommer les faiblesses des États-Unis dans la région. D'ailleurs, les républicains attaquent, vous avez peut-être vu les différents débats républicains. Pas que les républicains qui attaquent, il y a Hillary Clinton qui attaque, mais ils n'attaquent pas Obama sur le fait d'être faible à l'encontre de ISIS, de Daesh. Ils l'attaquent sur le fait qu'il est faible à l'encontre des Russes. Donc on se demande si la stratégie américaine dans la région, ça vise pas à contrer les offensives stratégiques de la Russie, ou si véritablement il s'agit de faire baisser les menaces au Moyen-Orient. Et puis Myriam Benradeh-Katara, il y a bien quand même une vraie question sur les renseignements, les services de renseignement. Il y a quasiment le monde entier qui combat là. Il y a les Russes, il y a les Américains, il y a l'Europe qui combat l'État islamique. Est-ce que personne n'aurait alerté de ce risque d'attentat, ou est-ce qu'il y a eu des alertes dans cette région du Sinaï? Myriam Benradeh. Écoutez, c'est un imbroglio. Aujourd'hui, plus personne ne sait véritablement ce qui se passe. Ni les acteurs qui se sont engagés au plan régional, ni les populations locales qui, écoutez, se font bombarder le matin par le régime, l'après-midi par les Américains, ensuite par les Russes. Enfin, c'est devenu ubuesque. Cette situation. Là, je parle de la Syrie. Mais en Égypte, en Égypte, on a aussi une situation qui est très instable, parce qu'encore une fois, on a l'image d'un régime finalement qui a repris les choses en main, mais en réalité, on a des attentats, on a une instabilité politique qui est toujours présente. Les États-Unis et la Russie se sont de nouveau engagés dans ce que certains ont pu décrire comme un regain ou une nouvelle guerre froide. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on a effectivement le grand jeu qui s'est réactivé. La réalité, c'est que personne ne comprend. Maintenant, sur les services de renseignement de longue date, on sait, si on prend en tout cas le cas des services de renseignement américains, de longue date, on sait aussi que du fait des rivalités entre agences, si on prend le cas du FBI ou de la CIA par exemple, on a un certain nombre d'informations qui ne passent pas. Les forces spéciales sur le terrain, de la même manière, font passer des informations qui ne parviennent pas à la Maison-Blanche. Enfin, on ne va pas parler du système américain, mais c'est aussi un problème. Il y a des choses qu'on sait depuis maintenant des années, en tout cas si on prend les dynamiques sur le terrain, qui ne sont pas forcément répercutées au niveau politique ou au niveau des agences qui prennent les décisions. Donc c'est un chaos en réalité. Personne ne maîtrise rien. Mais Katara Boudia, pardonnez-moi, cette région dont on parle, elle est aussi observée et surveillée par Israël. Elle est observée et surveillée par Israël. Et il y a, si je ne me trompe pas, une petite force internationale de surveillance dans cette zone. Cette zone est importante car c'est plus ou moins parmi ces territoires gris où il n'y a pas véritablement un ordre comme il faut. Et donc, pour les Égyptiens, le grand problème dans leur communication sur le terrorisme, c'est vraiment opaque. Parfois, ils donnent l'impression qu'ils ont vraiment liquidé ces foyers terroristes, mais on le voit, ils se réveillent. Donc même à l'époque de Moubarak et Sadat,
il y avait toujours de l'instabilité dans cette zone. C'est une zone instable, une zone au cheval entre la bande de Gaza, Israël et l'Égypte, et aussi ça peut aller vers le Soudan, il ne faut pas oublier. Donc il y a des contacts avec des groupes terroristes, mais je pense le grand problème est le suivant. Quelle est la capacité aujourd'hui de nuisance de cet État islamique? Je pense qu'on a devant un phénomène différent de celui d'Al-Qaïda. On n'a pas cette structure centrale, mais on a toujours ces structures décentralisées qui font mal. Comme il y avait en Libye contre les otages qui ont été massacrés à l'intérieur de la Libye. Maintenant, si cette histoire, si l'État islamique parvient, par exemple, à infiltrer un aéroport comme Sharm el-Sheikh, infiltrer même le personnel de sécurité, et ça c'est très grave, ça signifie qu'on passe à un autre stage très dangereux dans l'action de ces groupes. Oui, c'est très grave, Pozzo di Borgo. Et pour ceux qui ne suivent pas tous les jours cette actualité, on découvre que dans cette région, eh bien, il y a aussi les djihadistes de l'État islamique. On nous dit, on nous répète, et c'est le cas, qu'il y a cet État à cheval entre la Syrie et l'Irak. On se rend compte, alors c'est peut-être pas des villes dont ils disposent, mais ils sont là aussi. Voilà, ben, c'est quand même un cancer qui s'est étendu. Je crois que c'est le Drian, je ne sais pas s'il a dit publiquement ou en commission, j'espère que je ne dis pas des choses qui sont... Il nous a dit, je me souviens, au mois de juin, il nous a dit, mais il y a 200 km de côtes libyennes qui sont contrôlées par Daesh, et un tiers du territoire libyen contrôlé par Daesh. Alors, c'était au mois de juin, ça a dû progresser, je n'ai pas les détails. Mais toute cette zone-là est déstabilisée, et en plus, ce sont les Occidentaux qui ont déstabilisé. D'abord les Américains en Irak, et nous, en grande partie les Français en Libye. On a déstabilisé ces zones-là. Et ces zones-là sont des zones déstabilisées. Le Sinaï a toujours été comme cela. Vous le savez très bien, enfin, vous connaissez mieux que moi cette région-là. C'est toujours été une région déstabilisée. Pas Moubarak, je veux dire, comment s'appelle, Sadat en est mort. Donc le terrorisme, c'est pas quelque chose de récent d'Égypte. Il existe depuis longtemps, il a des morts, Sadat. Et là, il y a eu encore beaucoup d'attentats terroristes récemment. Donc on sait très bien que c'est une zone. Alors de là à ce que ce soit ces équipes-là qui aient touché l'avion, je ne sais pas. Et ça, il faut faire. Sauf, je veux dire, sur les Américains, pourquoi les républicains et Mme Clinton ont pris à partie? C'est tout simple, ils sont en campagne électorale. Et actuellement, vous savez, c'est l'histoire qui se passe aux États-Unis. Le diable, c'est la Russie. Ils ont retrouvé un diable. Bon, avant, ils ont retrouvé. Le diable, c'est la Russie. Alors évidemment, les candidats, que ce soit Mme Clinton ou les Républicains, ils ont intérêt. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. entendu Kissinger et Jimmy Carter, qui eux appellent à un rapprochement avec Bachar. Donc il y a aussi cette tradition politique américaine de pluralisme démocratique. Kissinger pèse électoralement. Et les Américains sont en campagne électorale, et donc ils ont besoin de dire les Russes sont des méchants. Évidemment, Mme Clinton ajoute. Après, si vous voulez, sur le fond, sur l'analyse de la défaite d'Obama quand même dans cette région du monde, parce que vous avez... La défaite de Bush aussi, sérieusement, c'est la défaite des Américains. Alors là, sérieusement, c'est pas plus Obama que les Américains, c'est depuis quelque temps, les Américains ont fait beaucoup de dégâts là-bas. Oui, mais alors, si on analyse quand même la situation, je ne suis pas défenseur de George W. Bush. C'est lui qui a poussé l'État islamique vers... Bien sûr. Si on veut bien essayer de comprendre Barack Obama est arrivé en se disant, voilà, j'ai fait campagne sur le retrait d'Irak, sur le retrait d'Afghanistan, sur le fait de me retirer le désengagement. Donc si vous voulez, on est passé de gendarme du monde et gendarme du Moyen-Orient à service après-vente en essayant de corriger les erreurs du passé. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, les erreurs ont été commises avant, mais si vous voulez, les acteurs de terrain, ils se retrouvent face à une Amérique qui a un discours devenu inaudible. L'Amérique de Bush, personne n'est là pour la défendre, mais l'Amérique de Bush, elle dit, elle fait. L'Amérique de Barack Obama, c'est l'analyste du Moyen-Orient. Et c'est pour des acteurs, qui soient en Égypte, qui soient en Syrie, c'est extrêmement déstabilisant d'entendre Barack Obama. Parce que la Russie a une diplomatie ancienne, mais une diplomatie claire. Elle soutient des États. Il y a un État, il y a Bachar, on soutient, c'est très ancien. Barack Obama, il a une diplomatie très moderne, mais complètement illisible. Il soutient des minorités, mais sans les soutenir. Et au final, eh bien, là, il est en train de jouer la montre. Il se dit que, d'ailleurs, dans un an, jour pour jour, quasiment à 3 jours près, sont les élections américaines. Donc Obama, ils se disent, alors là, le SAV est très ancien, je gère Cuba, je gère l'Iran, et puis là, je cherche à ce que, surtout, parce que, attention, dernier point, excusez-moi, vous avez vu l'intervention Boots on Floor, on avait dit,
pas de bottes sur le terrain. Maintenant, c'est fait. Oui, des les forces Américains, spéciales. force spéciale. Oui, mais attendez, les Américains, quand ils entendent force spéciale, ils entendent Kennedy leur dire force spéciale, voilà. Et c'est devenu le Vietnam. Hein. Je vais revenir, je vais vous laisser la parole, Qatar Abou Diab et Myriam Benrad, sur le risque terroriste. Parce qu'il existe. Quand vous consultez tous les experts en renseignement, y compris en France, ils vous disent que l'État islamique veut ou prépare en tous les cas un gros attentat. Selon vous, quel est l'objectif? Est-ce que c'est justement de faire venir les troupes occidentales sur le terrain? Est-ce que c'est leur objectif pour qu'il y ait peut-être une bataille, même presque front contre front? Quelle est la finalité de cette guerre? Si on prend le cas de l'Irak, clairement, l'idée au départ, c'était de réattirer les Américains sur le terrain irakien pour régler les comptes. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État islamique, toute la propagande de ce groupe, c'est une propagande de revanche contre l'humiliation, l'oppression, un certain nombre de sentiments collectifs partagés dans cette région, qui expliquent son succès, sa popularité, qui explique aussi d'ailleurs son succès dans nos sociétés, auprès d'un certain nombre de segments de nos sociétés, de nos communautés politiques. L'État islamique est en train si vous voulez, de se répandre, de s'étendre sur la faillite des États, sur la faillite des politiques occidentales. Il va, à mon avis, aussi beaucoup tirer profit de l'intervention russe. Attendons de voir, mais je pense que cette intervention va au contraire servir encore davantage l'État islamique. Et l'État islamique a si vous voulez, pour adversaire les croisés. Et les croisés, c'est les Américains, les Russes, les Européens. Mais il fonde toute sa force sur la faiblesse globale aujourd'hui. Sur la faiblesse des autres. Et c'est une organisation globale. Et de ce point de vue, si vous voulez, si on regarde, juste une dernière chose, si on regarde les moyens conventionnels qu'on affecte à cette lutte et la guerre asymétrique et par principe non conventionnelle livrée par ce groupe, on est vraiment loin du compte en termes de réponse, de stratégie pour contenir ce phénomène. Oui, mais pour combattre ces groupes jusqu'à maintenant, pour tirer les enseignements de tout ce qu'on appelle les guerres contre le terrorisme depuis les années 1990, il faut une nouvelle méthode. Je pense, sans un minimum d'entente régionale et internationale, il est difficile de battre ces groupes. Sans réforme au sein de l'islam, il est difficile de battre ces groupes. Sans engagement régional et moins de guerres régionales, surtout sur les chiites, il est difficile de battre ces groupes, car ces groupes, ils se représentent comme alternative. La différence avec Al-Qaïda, c'est un territoire. Ils se représentent comme califat des musulmans, comme celui Et pour cela, il est très dangereux, ces groupes. Et je pense il faut, entre la Russie, l'Amérique, la France, au lieu de se disputer les gains économiques, de réfléchir vraiment comment il faut battre ça, à mon avis, ça doit être une priorité. Mais je pense avec des despotes comme Bachar et comme les autres, ça ne marche pas. Il faut libérer ces trous noirs de ces gens pour que la lutte contre Daesh et les autres soit efficace. Voilà. Le mot de conclusion, il y a quand même, c'est vrai que les Occidentaux se mêlent un peu trop de ces pays-là et on en voit les conséquences. On ne maîtrise pas. C'est fini, hein, la période où les Anglais et les Français décidaient ce qui se passait là-bas, c'est fini. Par contre, il y a un grand pays, c'est la Turquie, qui est une puissance économique et militaire et qui a toutes les frontières, c'est-à-dire aussi bien la Syrie et l'Irak sont ses frontières. C'est ce pays qu'il faut aider à régler ce problème. Voilà, on a réussi à changer les choses déjà en Turquie. Et sérieusement, moi je pense beaucoup que c'est la Turquie qui peut aider à régler ces problèmes-là. En tous les cas, oui. Merci d'avoir posé le débat. Évidemment, on reste très prudent. Nous ne savons pas quelles sont les conclusions et puis de l'enquête et des boîtes noires, mais en tous les cas, la question doit être posée puisque la piste n'est absolument pas exclue ce soir. Merci d'avoir participé à ce débat. La suite de votre émission et à présent, c'est bien une parenthèse, toujours un peu décalée, vous le savez, dans cette émission, même si Alex Darmon s'est intéressé ce soir, et vous allez le voir, à une question qui est très politique. Qu'est-ce que le Front républicain? Eh bien, les politiques sont gênés pour répondre et les passants dans la rue, pas vraiment intéressés. Regardez. Bonjour. Bonjour. Vous savez où se trouve le Front républicain, s'il vous plaît? Front Ré... Par là? Ok, on y va. Aujourd'hui, le micro-trottoir a décidé de parler d'élections et de stratégie, alors que le Premier ministre Manuel Valls a décidé de parler de Front républicain, lui. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que Manuel Valls va nous répondre? C'est le micro-trottoir, peut-être. Si je vous dis Front républicain, vous me répondez automatiquement? Je sais pas.
Le PS qui veulent s'unir avec Le Républicain. Vous en pensez quoi? Contre le FN. Contre le FN au second tour. C'est pas si mal. Et au premier tour, qu'est-ce qui se passe? Chacun se présente de son côté. C'est ça qui va pas, c'est dès le premier tour qu'il faut s'unir. Ça vous intéresse pas? Vous voulez pas que je vous explique? Pas vraiment, j'ai pas le temps, je dois aller travailler. Chacun fait ce qu'il veut? Exactement. Je pense que Jean Jaurès se retourne dans sa tombe. Le Front républicain, il m'a l'air un peu cheaté. Vous êtes sûr de ça? Ah, certain, ouais. C'est quoi? Cheater, ça veut dire quoi de cheater? C'est tricher. Vous irez voter pour les régionales? Oui, je vais toujours voter. Excusez-moi, je cherche la station Front républicain. Pardon? La station de métro Front républicain. Vous savez pas? Je crois que personne ne sait où aller cette station. Front républicain, ok, mais ça veut dire quoi exactement? Je sais pas, moi. Je vais demander aux parlementaires et aux ministres de la République. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais moi je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être vous énerver en plus. Non, c'est vrai. C'est quoi, mon pauvre bonhomme? C'est le Front républicain. Non, mais je sais, mais c'est pour moi. À chaque fois, vous ne me répondez pas à moi. C'est vrai, je vous promets, à chaque fois, vous ne me répondez jamais. C'est vous qui parlez de Front républicain. C'est Manuel Valls qui en a parlé. Je ne crois pas qu'il utilisait le mot. Si on ne parle que de ça, on ne parlera pas du reste. Donc, vrai. voilà, donc nous, on va débuter une campagne électorale, elle n'est pas finie. C'est un beaucoup de com' réussi par le parti de la droite quand même. Front républicain, on va faire alliance pour les élections régionales. Les républicains, bien sûr, dès qu'il y a républicain, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le Front républicain? Ce que j'ai compris, ça veut dire qu'il faut que les républicains, en l'occurrence, et les socialistes, fassent front commun devant le Front national. Vous allez me répondre, vous, je sais. Pas sûr. C'est par rapport au Front républicain, que tout le monde appelle le Front républicain. Je ne peux pas répondre dans les couloirs à des questions. Si les républicains sont vraiment républicains, et si les socialistes sont conformes à leur histoire et à leur tradition, oui, ils savent faire la différence entre l'extrême droite et la droite. Chacun court dans son couloir, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire. D'accord. La gauche va être fortement majoritaire au soir du premier tour, vous verrez. D'accord. On prend le pari. Chez les Républicains, ce qu'on veut, c'est arriver numéro 1, numéro 2 dans toutes les régions. Mais on parie quoi? Parce qu'en Paris, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut parier quelque chose de très sérieux? La politique, c'est pas simplement rigolo comme on le croit de temps en temps dans les émissions de télévision où les gens font le clown. Merci de vous être arrêté en tout cas. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Bientôt peut-être. Bientôt peut-être. J'aurais pu vous poser une question sur le FC Barcelone. Peut-être qu'il se sera arrêté plus longtemps. Voilà pour le micro-trottoir d'Alex Darmon qu'on va retrouver régulièrement dans cette émission. Il est 23h passé. Tout de suite, c'est le rappel des principales informations avec Paul Bouffard, bien sûr. C'est une information qui va intéresser les Franciliens. Ségolène Royal donne raison à Anne Hidalgo. La circulation alternée en Ile-de-France sera désormais automatique, alors qu'un pic de pollution aux particules fines a touché la région aujourd'hui. Cette décision met fin à une longue opposition entre la ministre de l'écologie et la maire de Paris sur ce dossier. Les explications de Jérôme Bonnard. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a donc tranché. Désormais, le dispositif de circulation alternée sera automatique en Ile-de-France lors des pics de pollution. Une condition néanmoins, la demande doit être commune entre la mairie de Paris et la région. Ségolène Royal, en visite en Chine pour évoquer le climat aux côtés du chef de l'État, donne ainsi raison à Anne Hidalgo. La maire de Paris demandait plus de simplicité dans le déclenchement des procédures d'alerte. Cette réclamation faisait suite au plan d'action présenté par la ministre en septembre dernier. Un plan jugé trop lourd pour de nombreux élus franciliens. En effet, Ségolène Royal souhaitait la consultation d'un comité rassemblant élus, associations et autres experts autour du préfet à chaque crise. À partir d'aujourd'hui, les élus peuvent donc prendre leurs responsabilités sans être obligés de passer par les autorités ministérielles. Toujours en matière d'environnement, la France et la Chine s'engagent. Les deux pays signent un accord contraignant en matière de climat. En visite dans le pays, François Hollande obtient un signe fort du plus gros pollueur de la planète, tout juste un mois avant le début de la COP21. Les détails avec Sophie Normand-Couturier. La Chine était jusqu'ici réticente à une telle contrainte, un mécanisme qui oblige les pays à revoir rapidement et régulièrement leurs engagements en faveur du climat. C'était avant la visite de François Hollande et cette déclaration commune dans laquelle Pékin se dit favorable à une revue complète tous les 5 ans des progrès accomplis pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Favorable aussi à un dialogue sur le climat dès 2017-2018, soit bien avant l'entrée en vigueur du futur accord de Paris. La Chine est nécessaire, indispensable même, pour que nous puissions trouver l'accord. D'abord parce que c'est un grand pays, et comme tout grand pays qui connaît une croissance élevée, c'est un pays émetteur de gaz à effet de serre. C'est un pays qui est un acteur global, et donc qui veut répondre aux défis.
À un mois pile du lancement de la COP21, c'est un pas important de la part du premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, qui de ce fait jouera le rôle d'arbitre majeur des négociations et sauvera, grâce à cet accord de principe, la mise à François Hollande. À ce sujet, sur notre antenne cet après-midi, Jean Jouzel, le climatologue et membre du GIEC, réagissait favorablement à cet accord. On l'écoute tout de suite. Les contributions ne portent que sur des périodes 2025-2030 au mieux, alors que les trajectoires qui vont décider de la stabilisation à long terme portent jusqu'à la fin du siècle et au-delà. Donc il y a beaucoup d'hypothèses sur ce qui se passera après 2030. En gros, on a quand même la moitié du chemin de fait, c'est bien assez significatif et c'est déjà un changement de mode de développement dans les pays qui s'y sont engagés. Et le point aussi important, c'est que ce n'est pas simplement l'addition de ces contributions qui est la clé. C'est aussi, est-ce qu'on est capable sur les 15 prochaines années, tous les investissements, si on veut réussir, doivent être faits en tenant compte de la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut être prêt en 2025, en 2030, à diviser par 2 nos émissions à horizon 2050 pratiquement. Et c'est ça qui est important. Les parlementaires l'avaient demandé, Bercy leur a livré des simulations pour connaître les perdants et les gagnants de la réforme de la dotation de l'État aux communes. Et contre toute attente, le ministère des Finances indique que plus des 2/3 des communes en France toucheront plus qu'actuellement. Demain, début des discussions au Sénat sur la justice au XXIe siècle. Un texte voulu par Christiane Taubira, la garde des Sceaux. Il s'agit pour le gouvernement de rendre la justice plus accessible et plus simple. Les détails avec Jennifer Semé. J21, derrière ce sigle se cache une imposante réforme du système judiciaire engagée par Christiane Taubira en 2013. Elle revêt 2 projets de loi, dont l'un pour une justice du quotidien qui se veut plus facile d'accès. Les contentieux familiaux sont les plus importants, mais il y a l'endettement, le surendettement, les conflits de voisinage, les problèmes de loyer, etc. Tout ça, il faut que nous rendions plus facile l'accès à la justice, plus utile et plus efficace. Cette justice du quotidien devrait être simplifiée par la généralisation des services d'accueil unique du justiciable. Une centralisation des informations et de certains actes fait partie des nouveautés de cette réforme de la justice du futur. Autre point majeur de ce projet de loi, l'action de groupe. Aujourd'hui utilisé pour des questions liées à la santé et à la consommation, son cadre légal sera élargi aux discriminations. On sait bien que là où il y a le plus de problèmes, c'est la discrimination au travail ou discrimination pour diverses mesures. Donc nous avons étendu l'action de groupe avec ce projet de loi, mais j'ai souhaité le réécrire pour notamment que nous arrivions à un tronc commun procédural, quel que soit le thème de l'action de groupe. La réforme transfère aussi certains contentieux au tribunal de grande instance et recentre le tribunal d'instance sur la justice civile. L'idée, rendre plus lisible l'organisation judiciaire. Après 18 mois de concertation, ce projet de loi sur la justice du quotidien fera l'objet d'une discussion commune demain au Sénat avec le projet de loi relatif à l'indépendance des magistrats. Dans le reste de l'actualité, nouveau coup de tabac pour les buralistes. Ils se sont mobilisés aujourd'hui à Paris et en province pour protester contre le paquet de cigarettes neutres voulu par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Je vous le rappelle, c'est au Sénat que l'amendement sur la neutralité du paquet avait été rejeté. Et puis, cette information, le dépôt de liste est possible depuis ce matin. Les candidats aux élections régionales peuvent donc officiellement s'inscrire pour le premier tour. Un scrutin qui se déroulera le 6 décembre prochain. Pour la première fois, les Français voteront pour 13 grandes régions métropolitaines et 4 d'outre-mer. La campagne officielle, elle, débutera le 23 novembre. Les suites de l'affaire Air Cocaine, 10 jours après leur fuite de Saint-Domingue, les 2 pilotes dorment ce soir en prison. Une détention provisoire avant d'être entendus à Marseille par la juge d'instruction. Leurs avocats crient au scandale. Ils attendaient pour leurs clients une convocation et non une arrestation. Justice toujours, le procès de la rixe d'Échirolles s'est ouvert aujourd'hui. 12 accusés comparaissent pour le double meurtre de Kevin et Sofiane en septembre 2012. Ces actes d'une violence inouïe avaient choqué toute la France. 12 prévenus qui se renvoient la balle dans cette expédition punitive. 6 semaines de débats sont prévues aux assises de Grenoble. Et tout de suite, c'est la revue de presse.
La revue de presse pour découvrir bien sûr les unes de vos quotidiens à paraître demain. Quelles informations, quels éditos à retenir? On va commencer, Paul, avec Libération où l'on parle d'évasion. Oui, d'évasion fiscale, Sonia, et un appel des économistes Piketty, l'italien Prodi ou encore Jean-Paul Fitoussi qui dit que rien n'a changé en la matière et en particulier rien depuis le scandale de manipulation fiscale au Luxembourg. Et Libé qui revient aussi sur la campagne des régionales, le journal qui a suivi Laurent Wauquiez en campagne et en parka. Oui, alors, toute autre chose, Paul, la une de l'hebdomadaire Le 1. Voyage au bout de la vie, titre l'hebdomadaire, ce sujet qui n'est plus tabou, l'euthanasie. Une question très sensible, dit le journal. On lira les témoignages de la romancière Noël Châtelet et du philosophe Michel Onfray. Et ces questions, toujours d'actualité, faut-il encore légiférer ou aller jusqu'à autoriser le suicide assisté, comme en Suisse? Voilà, grand dossier du 1. La Croix, Paul, à présent, qui s'intéresse à l'avenir de l'humanité. Je crois que c'est un angle assez original. Oui, le journal s'intéresse au transhumanisme. Ce courant qui prétend utiliser les progrès de la science et de la technologie pour permettre à l'homme de dépasser ses limites biologiques. C'est le grand dossier de la Croix dans son cahier Sciences et éthique. On lira avec intérêt l'éditorial de Dominique Greiner, Humanité 2.0, qu'il conclut avec cette phrase: l'humanité doit se réconcilier avec elle-même. De quoi méditer ce soir, Sonia. Merci beaucoup, Paul. À demain, avec plaisir. Allez, toute autre chose à présent. On va changer d'ambiance et d'univers pour l'entretien avec mon invité, Laurence Equilbé, chef d'orchestre. C'est tout de suite. L'entretien, pour aller plus loin ce soir, mon invité est chef d'orchestre. Elle a créé, fondé les plus grands ensembles comme Accentus il y a plus de 20 ans ou encore Insula Orchestra il y a 3 ans. J'espère que je le prononce bien, elle va me le dire. Elle est respectée et admirée dans le monde entier. Elle dirige régulièrement l'orchestre de l'Opéra de Rouen, Haute-Normandie. Et c'est une véritable artiste qui s'intéresse à différents domaines. Laurence Equilbé, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Je vais commencer par une question qu'on vous a sûrement souvent posée, mais c'est toujours bien de faire le point. Je crois que vous l'avez deviné. Et de voir cette évolution dans votre métier, les femmes chefs d'orchestre. D'abord, je sais que dans le monde, il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est le cas en France? Oui, c'est le cas en France. Il y en a effectivement beaucoup dans le monde entier. Moins que les hommes, mais il y a peut-être, en tout cas moi je connais une centaine de noms de femmes chefs d'orchestre, voilà, qui sont assez peu programmées. Il faut maintenant les aider à monter sur les podiums. C'est encore une bataille, donc. Mais en tout cas, oui, il y en a beaucoup plus que jadis. Et il y a quelques étudiantes maintenant qui osent faire ce métier, même si les débouchés sont difficiles parce que c'est un milieu assez fermé. Chef d'orchestre, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aussi que c'est quelque part, des postes de pouvoir? On dirige. Et à ce niveau-là, c'est pour ça, peut-être encore, que les femmes ont cette difficulté d'accéder? Je dirais que c'est valable à peu près pour tous les métiers à grande responsabilité, parce que ça vaut aussi, en tout cas dans la musique, pour les metteurs en scène, les metteuses en scène, pour même les solistes instrumentistes. Tout ce qui domine un peu, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué pour les femmes aujourd'hui. Et c'est vrai que ça reste malheureusement encore un petit peu un combat, une forme de bataille. Comment on fait pour susciter les vocations? Comment les faire naître? Comment faire en sorte que des jeunes femmes, des jeunes filles qui nous écoutent peut-être ce soir et qui nous regardent et qui se disent je veux et je peux diriger un orchestre et même en créer, fonder des grands ensembles comme vous? Quel est le déclic? Je pense que fonder un orchestre ou une compagnie en général, c'est chaque artiste a ça en lui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très intime. On peut faire ses projets, aller vraiment au bout de ses propres projets. Donc ça, c'est pas spécifique aux femmes. Je pense que les hommes aussi créent beaucoup et c'est vraiment une démarche artistique fondatrice. Maintenant, effectivement, pour les jeunes femmes, je pense que le vrai déclic, ce serait qu'elles voient qu'effectivement, il y a des possibilités pour elles, parce que c'est des études très longues, 10-15 ans d'études. Et donc, si après on voit que la marge pour exercer son métier est très étroite, c'est compliqué quand même. Il faut quand même être un petit peu sûr de son coup. Alors, on peut évidemment faire cela dans différents pays, mais il y a un pays que vous connaissez bien et qui reste l'un des pays le berceau, peut-être encore aujourd'hui de la musique, c'est l'Autriche et Vienne, la ville de Vienne. Vous avez, je crois, vécu, joué toutes les musiques là-bas. J'ai étudié là-bas, j'ai eu la chance de faire une partie de mes études à Vienne. C'est une époque qui m'a marquée à vie. Et, pourquoi? D'abord parce que j'ai rencontré un grand chef baroque qui s'appelle Nikolaus Harnoncourt. Voilà, et que ça m'a vraiment frappée et nourrie. Et puis j'ai aussi eu la chance d'y voir des grands chefs comme à l'époque Bernstein, Leonard Bernstein, Claudio Abbado, avec qui aussi j'ai fait des concerts avec lui. Et
Et c'était une grande chance à cette époque, enfin encore maintenant d'ailleurs, parce qu'il y a une ouverture vraiment pour les étudiants. Vous arrivez dans les plus grandes salles, vous voyez toutes les répétitions. C'est toujours le cas là-bas, c'est toujours le berceau de toutes les musiques. Oui, et même le nom des rues, tout. Je dirais même que c'est presque mieux qu'à l'époque où j'y étais, parce que maintenant ils sont aussi beaucoup ouverts aux arts plastiques, à l'art contemporain, et ils sont plus ouverts aussi aux autres musiques. À l'époque où j'y étais, c'était vraiment le grand répertoire, et même la musique française, on y allait avec des pincettes. Et maintenant, c'est une ville qui est beaucoup plus ouverte qu'il y a 20 ans. On va en venir à la musique précisément. Au nom d'abord donné comme Accentus, est-ce que je prononce bien? Oui, c'est une prononciation libre. Donc elle n'est pas précise, ce que vous voulez me dire. Accentus en latin, c'est pour signifier, je crois, hein, que la mélodie monte avec l'accent. Oui, c'est ça. C'était une technique d'écriture grégorienne qui voulait dire que quand il y avait un accent tonique, vous deviez faire monter la mélodie. Alors, exemple, Don Giovanni. Voilà, exactement. Bravo, Don Giovanni, dans Mozart, bravo. Et c'était une technique vraiment ancestrale. Et je trouvais que c'était un joli nom pour montrer le dynamisme d'un projet, tout en gardant les racines latines, parce que, évidemment, la musique vocale est très liée à son histoire. Et alors, Insula, c'est une région du cerveau qui sert à transformer. C'est ça, les émotions, je crois, en sensations. Alors, non, c'est l'inverse, qui sert à transformer vos sensations en émotions. C'est-à-dire que, par exemple, si vous sentez quelque chose, c'est cette région du cerveau, ça fait à peu près seulement 5 ans qu'on sait à peu près à quoi ça sert. Ça vous dit, ça sent bon ou ça sent mauvais, vous touchez quelqu'un que vous aimez, ça vous fait un délice. Et c'est une région très très importante. Et je trouvais intéressant de nommer un orchestre. Pourquoi c'est sur instrument d'époque? C'est un orchestre sur instrument d'époque. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les instruments d'époque, c'est vraiment leur sonorité, leur texture. Et j'ai pris ces instruments parce que j'ai envie de chercher des émotions grâce à cette matière. Voilà. Alors, c'est bien d'en parler, c'est peut-être mieux d'écouter. On va écouter un extrait d'Insula Orchestra. C'était enregistré en mars 2015 et c'était à la Cité de la Musique, qu'on appelle d'ailleurs maintenant Philharmonie 2. Vous regardiez et vous écoutiez l'extrait avec beaucoup d'attention. Oui, ça m'amuse parce que c'était une ouverture de la sœur de Félix Mendelssohn, qui s'appelait Fanny, qui avait aussi beaucoup de talent. Et son père avait dit, bon Félix, toi tu vas faire de la musique, mais toi Fanny, elle était très douée, toi tu en feras pour ton plaisir. Voilà. Donc ça, je tiens beaucoup de temps en temps, quand le répertoire le permet, de pouvoir faire entendre des œuvres de compositrices. Voilà. Mais je reviens sur le nom d'Insula, c'est aussi, je l'ai appelé cet orchestre comme ça, parce qu'il est à destination de l'île Seguin, de ce nouvel équipement qui est construit par l'architecte Shigeru Ban et Jean de Gatine. Et Insula, ça veut dire île aussi. Donc, et Insula Orchestra, on va le préciser, il a été créé avec l'aide du Conseil général des Hauts-de-Seine. C'était il y a 3 ans. Est-ce que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de monter de tels concerts ensemble, de fédérer tout le monde, y compris les pouvoirs publics, sur de tels projets? Je crois que c'est une grande chance, en tout cas, que le département des Hauts-de-Seine, en l'occurrence Patrick Devedjian, ait décidé de faire de ce département un haut lieu de culture, et avec son projet de la vallée de la culture, et que ce nouvel équipement musical, donc il y aura un auditorium classique et une grande salle pour les musiques amplifiées, les grandes comédies musicales, sur la pointe aval de l'île Seguin. C'est vraiment une grande chance qu'aujourd'hui, des partenaires publics s'engagent pour la musique et considèrent que c'est la même chose qu'un équipement, que c'est vraiment un investissement pour le département. Voilà, donc ils y croient toujours autant Oui. Enfin, en tout cas, certaines personnes y croient et certains politiques y croient, et je pense que c'est fantastique de pouvoir croiser la route de ces gens-là. Oui. Est-ce qu'il faut aller aussi plus loin sur la formation, l'éducation? On nous dit souvent, on recevait Casatsu, que vous connaissez bien, et qui nous dit la formation à l'oreille, c'est très important. Écoutez, je crois qu'on est quand même...
On est quand même dans une période meilleure sur ce plan-là, quand par exemple on examine le projet de la Philharmonie de Paris qui est vraiment exemplaire à tout point de vue, notamment sur tous ces projets pédagogiques. Je crois qu'aujourd'hui l'offre, en tout cas pour les familles, pour les jeunes enfants, le rapport entre les concerts et ce qui se passe après, tout l'environnement du concert, c'est vraiment remarquable ce qui se fait. Enfin, il y a 10 ans, vous n'aviez pas cette offre. Donc je pense qu'au niveau des... les sensibilise. Voilà, au niveau des programmateurs, et nous-mêmes dans mon projet artistique, j'ai vraiment un département entier d'action culturelle et pédagogique extrêmement profond. Donc je pense qu'on est quand même dans un meilleur climat. En revanche, sur l'école, je pense que notamment dans le primaire, on pourrait avoir une meilleure formation de l'oreille dès l'enfance, plus progressive, et peut-être en capitalisant sur notamment le corpus de chansons populaires françaises qu'on a, qui est très très beau, et d'organiser plus la progression dès le primaire. Voilà, ça peut-être c'est peut-être améliorable. Et à faire encore. Vous avez aussi un grand intérêt pour la musique contemporaine. Le contemporain est plus facile pour le public avec un instrument vocal, ce qu'on dit souvent. Écoutez, ce qui se passe, je pense, avec la voix, c'est que d'abord, pour des raisons assez simples, les formats sont souvent plus courts. C'est plus des gestes. Et on peut s'approprier peut-être plus facilement ce langage. Ensuite, c'est souvent porté par un texte. Donc, parfois, vous pouvez vous raccrocher à une forme de narration, en tout cas une dramaturgie. Et du coup, je pense que le langage contemporain avec la voix est peut-être plus abordable pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ces sonorités. Une porte d'entrée. Voilà, c'est peut-être une porte d'entrée. Bon, mais quoique certaines pièces d'orchestre sont absolument prodigieuses et peuvent aussi bien vous saisir. Voilà. Immédiatement. La musique, pour vous, c'est pas une nostalgie? Non. Non, pas. Les œuvres doivent passer les siècles. Écoutez, en tout cas, moi, je m'intéresse aux œuvres qui ont une résonance avec aujourd'hui. Alors, je cherche toujours dans le passé ce qui peut être présent aujourd'hui, ce qui peut nous parler. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai cette démarche pour tout le baroque classique, une démarche qu'on dit historicisante, c'est-à-dire qu'est-ce que le compositeur a voulu nous dire, qu'est-ce que ces gens voulaient nous dire. Voilà. Et ça m'intéresse de vouloir vraiment comprendre quel est l'enjeu de leur message. Voilà. Vous me faites rappeler une phrase, mais peut-être que vous la connaissez, vous allez m'aider à la compléter. C'est dans Dante qui dit « La connaissance sera morte si les portes du futur se referment ». Oui, c'est ça. La connaissance sera morte dès l'instant que les portes du futur sont fermées. Donc il faut toujours se projeter. En fait, cette phrase est importante parce qu'elle dit que la connaissance sert à éclairer le futur. Donc, si vous n'avez pas de futur, la connaissance est inutile. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est à la fois aussi important de s'intéresser au patrimoine, qu'à la création contemporaine, qu'à la prospective, que créer aussi notre musique à nous, qu'est-ce qu'on veut transmettre aux futures personnes. Voilà. La musique, un orchestre peut être aussi porteur d'un message poétique très fort. C'est le cas, par exemple, du fameux chef d'orchestre Daniel Barenboim, qui ne cesse d'évoquer le conflit israélo-palestinien, et plus loin, et plus largement d'ailleurs. Il fait jouer ensemble différentes nationalités, différents peuples, différentes cultures. Quel est votre regard sur cette manière d'appréhender la musique de manière très engagée ? Écoutez, il y a beaucoup de chefs qui ont, moi-même, enfin, on est beaucoup à être très engagés sur certains sujets. Barenboim, c'est vraiment exemplaire, ce qu'il fait avec le Divan Orchestra. Il y a aussi Gustavo Dudamel avec le Sistema. Il y a aussi maintenant le projet Demos avec des chefs comme Deborah Baltman. Il y a aussi Zaya Zewani qui fait des choses formidables en Seine-Saint-Denis. Beaucoup de chefs qui s'intéressent vraiment très profondément à partager la musique avec... Pourquoi ? Parce que c'est un vecteur... qui lie plus facilement les gens, qui touche plus facilement les émotions, comme vous le disiez tout à l'heure? Écoutez, la musique est un messager de paix et de réflexion, d'approfondissement des sujets. C'est quelque chose de non-verbal, de sensation. Donc je pense que ça peut vraiment aider à la fois pour rassembler des classes, rassembler des peuples. Et vraiment, bon, tous les arts ont un peu cette vertu, mais la musique en particulier. Et vous, quel est votre moteur ? Le partage, la transmission, cela fait des années. Là, on peut citer, vous êtes une artiste complète, vous vous intéressez à plein d'autres domaines. D'ailleurs, l'art contemporain également. Il n'y a pas seulement que le son, il y a la matière. Vous accordez beaucoup d'importance à la matière. Qu'est-ce qui vous fait tenir tout ce temps-là pour créer, imaginer et toujours anticiper ? Écoutez, moi, c'est vrai que je suis très motivée pour la transmission. Je m'occupe d'un département pour les jeunes chanteurs au Conservatoire régional de Paris. J'ai beaucoup d'attaches à chercher du lien, à créer du lien avec tous les publics, y compris les jeunes. Et effectivement, la prospective, la technologie, l'art contemporain me passionne. Et
la transversalité des arts, la fusion, la synthèse entre plusieurs arts, que ce soit la chorégraphie, les arts visuels, la mise en scène. Il y a un lien naturel entre tout cela? Les circassiens. Parce que pour nous, ce sont des domaines voilà, à part. Oui, mais je pense qu'il y a vraiment des chemins où... Alors, moi, ça m'arrive de faire de la musique pure, et puis tout d'un coup, j'ai envie de faire un projet avec Marie-Agnès Gillot. Là, j'ai un projet avec Yohann Bourgeois, j'ai un projet avec la Fora d'Elsbaus. C'est important d'avoir aussi des projets avec des artistes qui proposent des univers qui vont compléter votre projet musical. Et j'aime aussi tout ce qui est complexe. Voilà, ça c'est un petit peu... J'aime bien les problématiques et les problématiques techniques, artistique, la dramaturgie. J'aime bien résoudre et je pense que ça crée aussi de la beauté d'essayer de résoudre des problèmes. Vous avez dit tout à l'heure, la musique c'est aussi non-verbal. Ouais. Quand je vous posais la question sur le message politique, c'est très important que ce soit brut, que ce soit comme ça, offert, donné, qu'il n'y ait pas cette interprétation. En fait, la musique, c'est vraiment un langage. Hein. D'ailleurs, tout le monde, même les gens non éduqués, peuvent être touchés par la musique. Donc, c'est pour ça que ça traverse les peuples, ça traverse les siècles. Mais pour autant, il faut toujours en chercher sa modernité, son activité, sa résonance dans l'époque d'aujourd'hui. Vous êtes tout le temps en recherche? Oui. Tout le temps. Oui. C'est pour ça que vous êtes admiré, respecté partout. Il n'y a pas de secret. Vous le savez bien. Je ne sais pas, je doute beaucoup. Hein, donc c'est peut-être ça le moteur. La remise en question. C'était la réponse à la question. Le moteur, c'est le doute. Merci beaucoup en tous les cas. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. On arrive presque à la fin de cette émission. Et tout de suite, vous le savez, c'est le zapping de Public Sénat. Tout ce qui s'est dit, vu, entendu sur notre antenne. Et c'est une sélection ce soir de Jérôme Bonnard. Mais ça montre bien dans le même temps que le système fiscal français est à bout de souffle. Et qu'il faut une grande réforme fiscale, ce qui est toujours annoncé mais qui n'est jamais fait, qui concerne l'ensemble de la fiscalité, à la fois l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les impôts locaux, etc. Il faut revoir le système. Le problème, c'est qu'on a un système qui est perçu comme étant inéquitable, à juste titre d'ailleurs. Les gens, c'est pas qu'ils veulent pas payer d'impôts, c'est qu'ils veulent être assurés que ceux qui doivent les payent normalement. Il y a des familles avec des enfants, un peu toute la société bordelaise qui se retrouve là pour bruncher. Et puis là... Vous y allez? Oui, bien sûr, j'y vais assez souvent. Alors c'est assez particulier comme lieu quand même, parce qu'on y boit de la bière. Vous voyez, à Bordeaux, c'est un lieu où on boit de la bière. Ils vont même créer une brasserie sur place. Ah oui? Il y a une bière Darwin, ils vont la fabriquer sur place. Direction Saint-Cornier-des-Landes, où Jérôme Nury veut nous présenter le nouveau tampon de Tinchebray-Bocage. Une commune aux 7 mairies, car fusion ne veut pas dire disparition. Chacun a gardé son administration, son personnel et ses locaux. Un échelon de proximité nécessaire. On existe toujours, la mairie reste dans les communes déléguées. Les réunions se sont multipliées. Mais le travail à la mairie reste un travail important quand même. François Hollande a tout intérêt à conserver Christiane Taubira à ce poste, selon vous, Caroline Vigouroux? Oui, je pense que François Hollande et Manuel Valls savent bien qu'ils n'ont aucun intérêt à se séparer d'elle parce qu'elle reste l'une des dernières au gouvernement qui incarne une aile plus à gauche depuis le départ d'Aurélie Filippetti, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon l'été dernier, que son pouvoir de nuisance serait beaucoup plus fort si elle était à l'extérieur du gouvernement qu'à l'intérieur. Voilà, donc elle est un peu la caution, l'icône de la gauche du gouvernement. C'est sur l'exploitation agricole de Paul François que Nicole Bonnefoy a aujourd'hui rendez-vous. Cet agriculteur, gravement malade après avoir inhalé des produits phytosanitaires, est le premier à avoir réussi à faire condamner la multinationale Monsanto. Nicole fait partie des élus qui... spontanément, au départ, sont venus me soutenir. Et donc là, je me suis dit, en tant que parlementaire, moi j'ai peut-être, en tout cas je voulais essayer d'apporter ma contribution pour faire progresser la législation. Cette démarche-là n'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait un pacte républicain qui nous réunit tous
On est dans la laïcité, et la définition de la laïcité, c'est la garantie et la liberté de croire ou de ne pas croire, et c'est la garantie et la liberté pour ceux qui croient de pratiquer dignement et sereinement leur religion. Donc il faut arriver à trouver justement des accommodements raisonnables, comme on dit, pour que les musulmans de France se sentent bien dans leur pays, parce qu'il faut effectivement insister sur le fait qu'on parle maintenant de citoyens français de confession musulmane. Ce sont des Français à part entière et non des Français entièrement à part. Jérôme Bignon, on vient de l'entendre, on sait que la Chine ne voulait pas d'un accord trop contraignant sur la croissance, et puis avec ces clauses de révision tous les 5 ans, ça gênait beaucoup les Chinois. C'est une très bonne nouvelle, puisque les clauses d'évaluation ne valaient pas grand-chose s'il n'y avait pas de révision derrière, puisque par définition, on prend des mesures, il faut pouvoir les mesurer et éventuellement les réviser si ça ne va pas. Et là, on sait, comme vient de dire M. Jouzel, que ça n'ira pas assez loin, donc nécessairement, il faudra réviser, mais dans tous les cas, il fallait réviser. Merci de votre fidélité. On arrive à la fin de cette émission. Je vous retrouve bien sûr demain avec plaisir, 22h, 23h30. À noter nos autres rendez-vous le matin, 8h, Territoire d'info. L'invité, c'est l'économiste et essayiste Jacques Attali. À demain donc, belle et douce fin de soirée en notre compagnie.